Depuis à peu près un mois, la guerre en Ukraine a changé de tournure avec la contre-offensive ukrainienne. Et on voit que les Russes n'ont pas beaucoup de possibilités et que Vladimir Poutine est dans une situation délicate dans la mesure où il ne peut pas perdre. Parce que s'il perd, c'est pas comme en France, quand le président de la République perd, il part et puis après il trouve un bureau et il fait sa retraite autrement. Si Vladimir Poutine perd, il est vraisemblable qu'il soit exilé ou en tout cas qu'il perde la vie ou qu'il lui arrive des grands malheurs en Russie, donc il ne peut pas perdre. Et quand vous arrivez dans ce type de situation et que Vladimir Poutine ne peut pas perdre, que peut-il se passer ? Je pense qu'on ne peut pas exclure le scénario de missiles nucléaires ou de bombes nucléaires, en tout cas la bombe tactique, portée sur l'Ukraine, non pas sur un pays de l'OTAN, mais portée sur l'Ukraine. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, pour la Russie, ça ne se passe pas exactement comme il le souhaiterait, mais est-ce qu'on peut pour autant parler d'une défaite dans la mesure où ils ont pris pour l'instant des territoires et ces territoires ne sont pas menacés directement par l'Ukraine dans la mesure où le Donbass est préservé, le sud qui mène jusqu'à la Crimée est préservé aussi. Et est-ce que l'Ukraine a les moyens de mener une contre-offensive complète pour récupérer tous ces territoires ? Donc on est plutôt sur un moment où la Russie considère, ou une partie des élites considère qu'ils perdent, parce que Poutine n'a pas gagné comme il le voudrait depuis début février, où ils espéraient prendre quand même Kiev en 4 jours et renverser Zelensky. Et c'est là la situation délicate, c'est-à-dire que Poutine doit aller encore plus loin, et s'il va encore plus loin, il est vraisemblable que ce soit mauvais pour l'Ukraine, et ce soit surtout mauvais pour nous, dans la mesure où ça peut s'envenimer et aller beaucoup plus loin que ce qui se passe actuellement. Ça, ce sera sans doute guerre, William T. On est en temps de guerre en Ukraine, et il s'amuse, il se moque des Russes. C'est ça révèle le changement de rapport de force. C'est-à-dire qu'il ne tenait pas le même type de discours en février et en mars. Et Zelensky a très bien joué depuis le début, parce qu'en fait, ce qu'il a réussi à faire, au-delà de la communication, c'est qu'il a réussi à influer, au-delà des décideurs publics des pays occidentaux, même les opinions publiques. Et les opinions publiques font pression sur leurs dirigeants pour poursuivre le soutien à l'Ukraine, notamment, on se rappelle en février et en mars, lorsqu'il faisait pression sur certaines entreprises françaises pour qu'elles quittent la Russie. Et du coup, il arrive à parler à la fois aux décideurs publics, aux élites, au Parlement européen, etc., donc à la classe politique, mais également à l'opinion publique, pour que l'opinion publique fasse pression sur leurs dirigeants pour continuer le soutien vis-à-vis de l'Ukraine. Et il sait très bien que si par cas les Occidentaux arrêtent de soutenir l'Ukraine, il ne sera pas en capacité de maintenir le rapport de force face à la Russie. Mais malgré tout, il faut mettre un bémol. Parce que si on prend uniquement le volet occidental, évidemment, Zelensky a gagné la bataille de la communication et de l'image. Par contre, si on regarde sur le reste du globe, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie notamment, là c'est beaucoup plus mitigé. Notamment, vous avez une décision de l'OPEP récemment, menée par Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui a indiqué que le pays de l'OPEP allait baisser leur production de pétrole pour faire grimper artificiellement le cours, pour soutenir l'effort de guerre de la Russie. Et vous avez également l'Inde, vous avez la Chine aussi, qui sont plutôt du côté russe et qui bloquent toute avancée au sein des Nations Unies. Et donc, quand vous regardez sur un prisme uniquement occidental, en Europe, en Amérique du Nord, États-Unis notamment, vous dites que Zelensky est un génie et que vraisemblablement l'Ukraine va gagner la guerre. Si par cas vous mettez sur notre perspective dans d'autres pays du globe ceux qui contestent le plus l'hégémonie américaine, là c'est beaucoup plus mitigé. Je pense que le rapport de force, on est plutôt, comme l'a dit Jérôme Dubus, sur une forme de statu quo avec des allers-retours. Oui. Il ne faut pas s'enflammer pour 500 mètres ou 800 mètres de terrain pris. Mais si ça ne se règle pas, William T., est-ce qu'on va revenir au ticket de rationnement pour l'essence ? Non, mais je pose la question. Carburant, je pose la question sérieusement. Non, on n'y arrivera pas parce que le gouvernement doit être dans l'urgence d'agir. Pour une simple et bonne raison, il y a un problème économique, c'est-à-dire que si les gens n'ont pas d'essence pour aller travailler, vous mettez l'économie et le pays à l'arrêt, c'est le premier élément. Et le deuxième point, c'est le plan social. C'est-à-dire que si le gouvernement est contraint, notamment à l'approche du vote sur le budget auquel ils vont mettre un 49.3 et donc une éventuelle motion de censure, si vous avez des manifestations dans le pays et que le pays va mal, est-ce que le gouvernement ne tombe pas à cause de l'adoption d'une motion de censure, par exemple proposée par les Républicains, auquel la France Insoumise, à l'Assemblée nationale, voterait. Donc vous perdez le gouvernement. Donc le gouvernement doit agir. Je pense que le point essentiel, c'est que c'est une question de temporalité de temps. Le premier point, c'est qu'il faut faciliter, comme c'est un conflit privé, un conflit de famille, parce que les grévistes ne se battent pas contre la réforme des retraites ou pour proposer l'augmentation du pouvoir d'achat de tous les salariés. Ils se battent pour leur propre salaire et uniquement leur propre pouvoir d'achat, et ils prennent en otage tous les Français pour ça. Et donc, du coup, il y a les grévistes qui sont fautistes, mais il y a aussi Total qui n'a pas été le plus exemplaire possible. Quand il y a le PDG qui s'augmente de 52% son salaire et qui distribue des dividendes records, alors qu'on aurait pensé qu'il utiliserait une grande partie des bénéfices pour accélérer la transition énergétique et faciliter les investissements, c'est pas bon. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que le gouvernement peut faire ? Premier point, je pense que Jérôme Dubus va en parler, c'est la question de l'utilisation des réserves stratégiques, notamment pour soulager la pression et pour limiter les pénuries. Deuxième point, si par cas la chienlit continue, il faut envoyer les forces de l'ordre, libérer les raffineries et ensuite après réquisitionner le personnel pour les obliger à travailler. Ça c'est déjà fait, vous allez me dire que c'est inconstitutionnel, mais en 2010, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel s'est déjà exprimé dessus et a considéré que c'était parfaitement légal et c'était pas une limitation du droit de grève de la mesure où Nicolas Sarkozy l'avait fait pour limiter la pénurie des raffineries. Fonde des Français. Mais
Vous parlez du pain, vous parlez de l'énergie, vous parlez du chauffage. Maintenant, on donne des conseils sur comment s'habiller chez soi en portant un col roulé. Est-ce que petit à petit, et c'est ce que les Français se demandent, on n'est pas en train de devenir un pays du tiers-monde ? Ils ont déjà eu la réflexion, notamment avec le fiasco du Stade de France, dans la mesure où on n'est même pas capable d'organiser un match de foot. Des images comme ça, vous les voyez à l'époque dans les pays du tiers-monde, dans les années 60, dans les années 70. Et maintenant, ils font des efforts pour ne pas avoir des phénomènes similaires. Là, vous avez des problèmes sur le pain. Vous avez des problèmes sur le chauffage, vous avez des problèmes sur l'énergie. Sur les questions d'énergie, vous avez la ministre qui vous dit c'est pas grave, si vous ne pouvez pas alimenter votre véhicule, soit vous prenez un vélo, soit vous prenez un véhicule électrique. Mais entre-temps, le véhicule électrique, les prix ont explosé sur l'électricité. Donc il n'y a même pas de stratégie durable pour faire face à la crise. On arrive sur un phénomène d'appauvrissement et de déclassement durable qu'on appelle la stagflation. Parce qu'en soi, l'inflation, à la rigueur, qu'on était dans les années 60-70, c'est pas très grave, l'inflation. Mais là, pourquoi est-ce que ça joue sur c'est difficile ? C'est parce que l'inflation est supérieure à l'augmentation des salaires. Et donc les gens vont petit à petit augmenter leurs dépenses contraintes et avoir de moins en moins de pouvoir d'achat. Et moi je pense qu'il y a un sujet qui va être essentiel. Il y a le prix du pain, on a parlé de l'essence, mais on n'a pas parlé du prix du carburant auquel les remises de Total et du gouvernement vont s'arrêter fin novembre, soit juste avant Noël et les fêtes de Noël. Et quand on aura ce moment-là et que les Français vont voir l'augmentation de tous leurs tarifs, qu'ils ne pourront pas aller bosser pour aller travailler, et qu'ensuite après ils ne seront même pas foutus de donner des cadeaux de Noël à leurs gamins. Est-ce que vous n'arrivez pas à une situation de crise, une situation politique délicate à la fin de l'année ? On avait prévu, on n'aura pas le temps, mais les prix des cadeaux de Noël, je vous le dis d'ores et déjà, je le dis à celles et ceux qui nous regardent, vont augmenter. Ce sera plus cher cette année. Bien sûr. Ça va augmenter évidemment. Quand vous verrez les enfants qui diront papa, pourquoi maman, pourquoi on n'est pas en capacité d'avoir des cadeaux de Noël ? Est-ce que les jouets augmentent ? Attendez, d'abord, il semblerait qu'ils choisissent ce qui lui plaît en Italie et qu'ils lisent pas ça avec les derniers événements. Non, je pense que le sujet essentiel, c'est quel modèle on veut. En fait, au-delà d'une réforme technique, je pense que ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est pourquoi est-ce qu'on veut réformer les retraites, au-delà de protéger le modèle social, etc. Parce qu'au-delà de la protection du modèle social et du financement viable de la retraite, on peut expliquer, c'est les arguments qui ont déjà été dits. En fait, vous avez le choix, soit vous augmentez les cotisations d'entreprise, soit vous augmentez les prélèvements sur les salariés, soit vous repoussez l'âge pour que les salariés puissent avoir une retraite décente. Le sujet essentiel, c'est quel modèle on veut. Et si on considère qu'il faut aller plus loin, notamment sur la question de l'âge, c'est qu'on considère qu'il faut davantage faire une société du travail qu'une société de l'assistanat. Et aujourd'hui, quand vous prenez la société française, vous avez les jeunes de moins de 25 ans aujourd'hui parce que l'âge d'entrée sur le marché du travail est de plus en plus reporté avec l'allongement des études d'enseignement supérieur. Vous avez des personnes qui sont à la retraite beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que quand on prenait le stock global de la population, il y a combien de personnes en France qui ne travaillent pas entre les jeunes et les retraités ? Vous avez quasiment 35 à 40% de la population qui ne travaille pas et vous avez tout le reste qui pèse sur l'effort sur le reste. Et au sein de ceux qui travaillent en plus, il y a la classe moyenne qui est matraquée. C'est ce que moi j'appelle le nouveau tiers-état. Et on ne peut pas continuer comme ça longtemps. Ce ne sera pas durable parce que sinon les classes moyennes vont se révolter. Et à ce moment-là, il a raison de prendre l'exemple de l'Italie. Il a raison de prendre l'exemple des pays anglo-saxons. Le sujet essentiel, c'est quelle société on veut bâtir. Et ensuite, après, les réformes que l'on met en place sur la réforme de l'État, sur la réforme de la retraite, sur la réforme du travail, sur la réforme d'assurance chômage, doit aller en direction de ce cap. Je pense que c'est ça le sujet essentiel. Et le point essentiel pour que la France redevienne un pays conquérant, un pays industriel, un pays qui voit de l'avant, un pays qui fonctionne par le nivellement par le haut plutôt que par le nivellement par le bas, c'est de faire en place une société de production plutôt qu'une société de consommation. Jonathan Sicsou, pensez-vous ? Qu'est-ce que montre Édouard Philippe dans cette interview ? Il a vocation à vouloir devenir président de la République en 2027. Et en fait, ce qu'il fait actuellement sur le sujet économique des retraites... Comme François Bayrou d'ailleurs, je le dis au passage, pardon, ça me revient au cerveau parce que ça a été annoncé tout à l'heure. C'est un tremblement de terre. Ça a été annoncé par l'intéressé tout à l'heure. Donc comme vous parlez de 2027, je dis tiens, François Bayrou y a pensé aussi. Mais le sujet essentiel sur Édouard Philippe, ce qu'on veut savoir, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur le sujet des retraites et sur le sujet de l'immigration, il adopte des positions technique et de position de technocrate et de bureaucrate. Ce qu'on demande à Édouard Philippe éventuellement, qui a peut-être vocation un jour à diriger le pays et devenir chef de l'État, c'est de décliner une vision sur les retraites, sur la société d'économie et notamment sur les questions migratoires. C'est quelle politique migratoire on veut en France ? La France, comme l'ensemble des pays européens, adopte une politique migratoire qui est quasiment inconnu, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que quand vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada, vous savez quelle est la politique migratoire des États-Unis, quelles sont les conditions pour rentrer sur le territoire américain, quelles sont les conditions pour rentrer sur le territoire canadien, et la même chose en Australie. Est-ce que vous connaissez les conditions ou les qualités requises pour venir sur le territoire français ? En fait, on accueille tout le monde, et puis après, on trie après, et puis on se dit « Ah merde, on est obligé de les assimiler, c'est vraiment dommage. » Et puis maintenant, après, on a des territoires perdus de la République, les gens ont trafiqué soit dans l'islamisme, soit dans la drogue. C'est vraiment dommage, qu'est-ce qu'on fait ? Le sujet essentiel, c'est en amont, est-ce qu'on fait en sorte de faut pas faire d'amalgame à ce moment-là. Est-ce qu'on fait en sorte de filtrer les gens en amont ou pas ? Je pense que la politique française est la pire dans la mesure où, en fait, ce que nous, on fait, c'est qu'on exporte nos bacs+7
pour importer des Bac-5. Quand vous regardez les statistiques de l'OCDE, la France est celle qui fait venir le plus de travailleurs. Mais non, on a 100 000 étudiants étrangers qui arrivent chaque année. Je vais développer. C'est pas des Bac-7. En quelques secondes, je vais les avoir. Car nous arrivons à la fin. Quand vous apprenez sur les statistiques de l'OCDE, la France accueille beaucoup moins de migrants diplômés que le Royaume-Uni, que le Canada et que les États-Unis, alors que nous, on a déjà un chômage très important sur les emplois dits sous-qualifiés. Et pourquoi est-ce qu'on accueille des personnes supplémentaires qui n'ont aucune possibilité de s'intégrer économiquement, culturellement et dans notre civilisation, ce qui est quasiment impossible. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à un problème d'immigration et d'assimilation.